les années 1950, un jeune homme brillant mais extrêmement arrogant débarque au MIT. Fatigué par sa condescendance, son collègue de bureau s'exclame « C'était si fort que ça, pourquoi ne résous-tu pas le problème du plongement isométrique ?» Quelques jours plus tard, aux grandes dames de ses collègues, le jeune homme brillant fanfaronne dans les couloirs du MIT et annonce à ses collègues qu'ils ont la chance de côtoyer le génie, auteur de la résolution de ce problème fondamental et redoutable de géométrie. Mais le plus fou dans cette histoire, c'est que le jeune homme brillant en question n'avait encore même pas commencé à étudier le problème. S'il fanfaronnait ainsi, ce n'était que pour prendre la température. Il voulait savoir si ce problème était digne de son génie. Le jeune homme dont je parle, c'est John Nash. Nash est un homme d'exception. En tout cas, c'est le titre de sa biographie et du film hollywoodien à son sujet où il est incarné par Russell Crowe. Décédé il y a 1 an, Nash connut une vie complexe, triomphante et tragique, marquée par une schizophrénie violente dont il finit par guérir miraculeusement et par un intellect de tout premier rang. Aujourd'hui, je vais insister sur cet intellect en vous parlant de 2 de ces théorèmes qui sont parmi les plus beaux théorèmes de toutes les mathématiques. Et bien sûr, ça a à voir avec le plongeon isométrique et la possibilité ou non de coller les côtés opposés d'un carré. Mais revenons-en d'abord aux années 50. Parce que ses collègues étaient très impressionnés par ces annonces, Nash décida qu'il était peut-être temps qu'il cherche à rendre ces annonces véridiques. Sauf que ça, c'était super ambitieux, car le problème en question était un problème vieux de 100 ans, sur lequel bien des génies comme Gauss, Riemann ou Poincaré s'étaient cassés les dents. Après 1 an de travail, Nash réussit à fournir une solution partielle, mais cette solution partielle était super inattendue. Il lui faudra ensuite 2 ans de plus pour boucler la résolution du problème dans sa version complète. Et le rapport avec le carré, c'est quoi? On y vient. Mais d'abord, j'aimerais que vous imaginiez ce que ça pourrait être que de vivre à l'intérieur de ce carré, surtout lorsque les côtés opposés sont collés. Et pour cela, je vais vous parler de Pac-Man. Pac-Man est un vieux jeu d'arcade où un petit bonhomme en forme de disque à la bouche ouverte se trouve dans un labyrinthe sans sortie et doit échapper à des fantômes qui ne peuvent pas traverser les murs du labyrinthe. Bref, le genre de jeu super réaliste qui rendait les geeks des années 80-90 complètement fada. Quand on voit la carte du jeu, on pourrait croire qu'il y a des sorties, comme là ou là. Mais ce n'est pas le cas, parce que lorsqu'on sort d'un côté, on réapparaît par le côté opposé. En fait, si on oublie les murs du labyrinthe et si l'on suppose que lorsque Pac-Man sort vers le haut il réapparaît en bas, on se rend compte que Pac-Man vit exactement dans un carré dont les côtés opposés sont collés. Et oui, on a dit que quand Pac-Man sort par la droite, il réapparaît à gauche. Et ça, c'est exactement ce qu'il se passe une fois que l'on a collé les 2 côtés. Du coup, pour que ça soit vrai pour haut et bas aussi, il faut coller aussi le haut et le bas. Et donc, on voit que le monde de Pac-Man est en fait exactement un carré dont les côtés opposés ont été collés. En particulier, ça va être un espace de dimension 2, mais qui va n'avoir aucun bord. Bizarre, hein? Plus étrange encore, si vous vivez à l'intérieur de ce monde, quand vous regardez devant vous, vous voyez vos fesses. Pareil si vous regardez vers le haut, ou en fait dans à peu près n'importe quelle direction. Peu importe la direction dans laquelle vous regardez, vous pouvez mater vos fesses sans miroir. Et ça, je suis sûr que ça plairait à pas mal de narcissiques parmi vous. Une autre façon de comprendre l'univers de Pac-Man est de se rendre compte qu'il est exactement comme si on avait des copies identiques de l'univers collées le long de chaque côté du carré. En répétant encore et encore cette opération de copie, on se rend compte que l'univers de Pac-Man est un pavage complet du plan avec des copies de lui-même. Avec cette perspective, il devient évident de comprendre pourquoi Pac-Man voit une infinité de copies de lui-même. Mais ne perdez pas de vue que si nous vivions à l'intérieur de l'univers de Pac-Man, cette perspective extérieure nous serait hors de portée. De façon plus générale, il est souvent difficile de comprendre un univers quand on est collé à l'intérieur de cet univers. Il peut alors être
utile de chercher à prendre du recul et à regarder notre univers depuis l'extérieur. À l'époque de Nash, on se demandait justement si prendre un tel recul était toujours possible. Pour comprendre ce que je veux dire, il faut bien voir qu'un siècle avant Nash, le grand géomètre Bernard Riemann avait prouvé que la façon la plus générale de construire des géométries consistait à coller des petits morceaux d'espace. C'est ce que l'on appelle la géométrie intrinsèque, car elle permet de décrire un univers à partir de l'intérieur et de la manière dont des petits espaces à l'intérieur de l'univers s'agencent entre eux. C'est cette géométrie qu'Albert Einstein réutilisera en 1915 pour définir la théorie de la relativité générale. Mais la question que les gens se posaient, c'était de savoir si l'on pouvait prendre un point de vue extrinsèque sur la géométrie de Riemann. Les points de vue intrinsèques et extrinsèques sont-ils équivalents? Est-il possible d'interpréter un espace-temps de dimension 4 comme une espèce de morceau de tissu à l'intérieur d'un espace-temps plat de plus grande dimension? Ou, pour faire plus simple, peut-on voir l'univers bidimensionnel de Pac-Man comme une surface dans notre espace de dimension 3? Autrement dit, peut-on coller les côtés opposés d'un carré? Ces questions fondamentales étaient restées sans réponse pendant 100 ans. En 1954, Nash réussit à répondre par l'affirmative à toutes ces questions. En particulier, oui, il est possible de coller les côtés opposés d'un carré. Mais Nash a donné une réponse de mathématicien pur, c'est-à-dire qu'il a répondu oui, il est possible, mais il n'a pas dit comment. Comme vous l'avez deviné, il s'agit en fait d'un problème très compliqué. Et en fait, ce n'est qu'en 2012 qu'une équipe de chercheurs français, sous le nom de projet EVA, a enfin réussi à clore un siècle et demi de recherche et à fournir une façon explicite de coller les côtés opposés d'un carré. La figure qu'ils obtiennent est juste incroyablement belle. Je vous invite à la regarder maintenant et à vous régaler. Je sais ce que vous vous dites. Ce truc ne peut pas être un carré. Et pourtant, la clé pour coller les côtés opposés d'un carré, c'est d'introduire ces vagues. Il y a les vagues principales qui permettent d'allonger les parties intérieures, puis des vagues secondaires dans une autre direction mais pas tout à fait perpendiculaires, puis des vagues encore plus petites dans une autre direction encore, et encore d'autres vagues encore plus petites dans encore une autre direction, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Cette construction est inspirée de l'idée de fractal, mais la surface que vous voyez n'est pas une fractale, car les fractales sont rugueuses alors que cette courbe est lisse, pas super lisse, mais lisse quand même. C'est ce que l'on pourrait appeler une fractale lisse, mais le nom importe peu. S'il y a une chose sur laquelle j'ose espérer que l'on est tous d'accord, c'est que ce machin est juste complètement fou. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si vous voulez en savoir plus sur ce magnifique objet géométrique, il y a bien d'autres choses à savoir sur cet objet géométrique, je vous invite à aller lire les notes que j'ai écrites sur mon blog. Je vais aussi mettre en description un lien vers un article de Images des maths sur cet objet géométrique et un lien vers la page web du projet EVA. J'aimerais réagir à deux des commentaires de la vidéo précédente par Romain et Malik qui, bien qu'ils aient déjà vu les vidéos sur les couleurs de Sciences étonnantes et de syllabus, ont trouvé ma vidéo utile. Yeah! La prochaine fois, on va parler de ballons de foot. En particulier, la question à laquelle j'aimerais que vous réfléchissiez, c'est pourquoi est-ce que les ballons de foot ont la forme qu'ils ont? Pourquoi est-ce qu'ils ont ces pentagones et ces hexagones? Et est-ce qu'ils ont tous des pentagones et des hexagones? C'est ce à quoi j'aimerais que vous réfléchissiez pour la prochaine fois. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce vers le haut, mettez un commentaire, ça va me faire super plaisir d'avoir des commentaires. Partagez aussi la vidéo pour faire connaître cette vidéo, mais aussi la chaîne Science for All. Et j'espère que je vous verrai la prochaine fois.
Si vous prenez une figure fractale et que vous zoomez sur l'un quelconque de ces points, vous verrez au fur et à mesure apparaître de plus en plus petits détails sans que ça ne s'arrête jamais. Cet ensemble porte le nom d'ensemble de Mandelbrot et est, pour bien des raisons, la fractale la plus importante des mathématiques. Cette carte des fractales est elle-même une fractale,